30. La pensée peut être connue comme le mouvement grâce auquel le monde extérieur et le monde intérieur se donnent une forme dans la conscience, une forme qui n'est qu'esquissée et provisoire, pour la vie provisoire du réflexe I. Un tel mouvement en réalité n'est pas pour faire apparaître la vie à l'ego, mais pour que le principe de l'ego puisse réagir à cette apparence comme il lui reflète sa limite, réagissant d'abord par la pensée brute provoquée par les événements, sans laquelle l'homme commun ne saurait pas penser, puis par les concepts et les liens logiques liés aux faits, ce qui est le niveau de la science, et enfin par la pensée qui se saisit elle-même indépendamment des faits et des concepts. Pour qu'elle puisse expérimenter ce qui relie un concept à un autre, l'essence qui est identique dans chaque concept, et qui est le secret de la puissance du monde. Ce mouvement ne fait donc qu'ouvrir la voie à l'être plus vaste de la pensée, qui est encore inconnu, parce qu'il ne cesse de s'aliéner comme forme de cette apparence et de dialectiser l'apparence de l'altérité, c'est-à-dire ce que l'on prend pour un contenu objectif. Ce contenu sensoriel auquel la pensée donne la forme de la réalité, commence ainsi à manifester son être, qui s'aliène cependant dans l'habillement d'un tel contenu, puisqu'on le prend pour le monde objectif, alors qu'il ne serait rien sans cette forme, qui est le commencement de la véritable objectivité. La puissance de la forme doit être vécue comme le commencement du véritable contenu, la transcendance visible. Il faut réveiller la pensée en soi au point de constater la transcendance visible. La matière, en effet, quelle que soit la croyance que l'on a en soi, n'est pas une matière qui le pénètre physiquement, est toujours une structure interne, c'est-à-dire chaque fois un rapport de pensée entre des données perceptives. C'est l'apparence pour l'homme qui ne sait pas accueillir ce qu'il veut voir apparaître et le fige dans son surgissement immédiat. Il n'en est ainsi que pour l'homme, l'apparence que l'on ne peut voir qu'à force de penser grossièrement comme étant l'objectivité finie en elle-même, et qui prend pour substance de base du monde quelque chose appelé matière, qui en tant que substance de base n'existe à aucun moment et se donne à chaque fois comme une forme perçue, et toujours comme une forme semblable, quelle que soit la mesure dans laquelle elle est pénétrée. Ce contenu n'est donc efficace que dans sa fonction instrumentale et peut être pénétré, à travers cette fonction provisoire, par la pensée qui, pour être, n'en a pas besoin, dans la mesure toutefois où elle a pu trouver la voie mentale qui le traverse. Le contenu transcendantal de la vie de la forme sensorielle du monde coule et meurt dans chaque pensée, alors qu'il n'est même pas supposé. Dans la pensée qui s'éteint en devenant pensée réflexe, est donnée la possibilité continue de la vie, celle qui, inconnue, anime le corps et coule comme puissance de mouvement dans les membres, par laquelle l'homme n'opère pas et ne se meut jamais dans une force dans laquelle il s'articule directement comme dans la pensée ou l'imagination, même si c'est en tant que réflexe. L'habillement de la pensée réflexe enlève à l'homme la possibilité de concevoir qu'il puisse s'articuler dans la pensée comme dans une force de vie, ou dans une volonté motrice qui proviendrait directement du cosmos et qui ne pourrait être satisfaite que par cette pensée transcendante, parce qu'elle est dotée de toute la force de la vie. C'est la réflexivité, par laquelle les inclinations et les émotions ne peuvent être perçues objectivement, elles peuvent vaincre l'âme dans la mesure où elles sont dotées d'une pensée inconsciente et dialectique à travers laquelle elles se manifestent, en inversant l'ordre de la pensée, étant donné que la pensée ordinaire sans vie ne peut pas les penser. Et telle devrait être la tâche de la pensée, les saisir et les transformer en sa vie, puisqu'elle ne se donne que dans ce but. La pensée adialectique qui leur est soustraite s'anime de la vis, puissance, de la nature altérée, donnant la sensation d'une vitalité qui n'est jamais réelle, parce qu'elle est poursuivie dans sa contradiction avec le fondement. Seule la pensée non réflexe pourrait penser les inclinations et les émotions, c'est-à-dire les pénétrer de la lumière dont elles sont une diminution. Elle se présenterait à cette pensée comme la substance d'une synthèse vivante qui ne se réalise jamais, comme un objet véritable, et non comme ce qui est déjà dans la mesure où il a déjà saisi la conscience et tend à opérer à travers elle, comme la synthèse de la lumière originelle, ou du logo. L'être de la pensée, là où elle peut être dirigée vers le monde, et non plus comme la pensée déjà imprimée par le monde, réalise la synthèse à peine esquissée dans l'expérience ordinaire. Les instincts et les émotions, dans leur altérité, appartiennent au monde, ils sont la nature, dans laquelle l'homme est passivement immergé et qu'il doit résoudre dans la vie intérieure, dans la connaissance selon le logo I. La connaissance ne peut rien avoir avant elle qui ne soit pas connaissable. Ce qui est avant lui ne peut être avant lui que parce qu'il est déjà connaissance, même s'il n'est pas remarqué. Être là, c'est savoir. Être là, c'est déjà penser. Seule une pensée incapable de conscience de soi peut présupposer l'être au savoir, ou opposer le produit de la pensée à la pensée, la logique au logo. Dans la pensée vraie ou vivante, l'homme vit en présence de la transcendance de toute chose. C'est le secret de la pensée, qu'elle porte en elle, sans le savoir, même si les lois de sa dialectique sont connues. En vérité, dans la pensée pure s'incarne chaque fois le courant de l'évolution future de l'humanité, indépendamment du karma. Il prépare la terre future, la terre qui naît déjà maintenant en secret, vivante de la lumière éthérique de la pensée qui se libère de sa condition d'apparence dialectique.